Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Le Zap Crypto est également diffusé sur Twitch à 18h du lundi au samedi. Pour en débattre en live avec toute la communauté, vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Alors, de manière assez inédite, une session de questions-réponses AMA, Ask Me Anything en anglais, s'est tenue sur le célèbre forum Reddit hier, le 15 mai. Une discussion qui a permis de découvrir quelques pépites à propos d'une agence qui sait si bien cultiver le mystère. Alors, 2 corps de métier étaient présents, la division crypto des services secrets du bureau de San Francisco et la Bay Arena Regional Enforcement Allied Computer Team, REACT, ça s'appelle. La première unité spécialisée crypto des services secrets a été officiellement mise sur pied en mars 2022. La Task Force React, quant à elle, possède un champ d'action plus global qui concerne le cybercrime. Alors, première nouvelle, la majorité d'entre eux affirment être holders de crypto. Passer par la pratique est en effet une méthode judicieuse, voire même nécessaire. Ainsi, les différents membres de ces unités d'élite sont spécialisés dans des mécanismes blockchain, le plus dur étant d'expliquer ce qui se passe à leurs autres collègues ou leurs chefs. La plupart des affaires nécessitent un certain niveau de pédagogie Eli 5. Explique-moi comme si j'avais 5 ans. C'en est même devenu un running gag ici. React reconnaît également que la technologie blockchain est un formidable outil de traçabilité et une opportunité incroyable de suivre l'argent. La beauté de la blockchain nous aide non seulement à tracer les fonds, mais connecter les wallets à l'identité d'individus reste une toute autre histoire. En effet, la blockchain est pseudonyme. Il faut donc, à un moment donné, que le criminel associe son identité à l'adresse de son wallet sur une plateforme d'exchange, par exemple. Un passage souvent obligatoire pour pouvoir convertir des fonds en grande quantité, en dollars ou dans une autre monnaie. Les internautes de Reddit n'ont pas non plus manqué d'interroger les services secrets sur la véritable identité de Satoshi Nakamoto. Leur réponse est à l'image de leur aura mystérieuse. Il est possible que nous connaissions Satoshi, mais tout cela est classifié. À mesure de son développement, la blockchain s'introduit peu à peu dans les entreprises et les infrastructures gouvernementales. Les services secrets eux-mêmes montent désormais des équipes spécialisées pour lutter contre les malfaiteurs qui tentent de profiter de chaque faille de cet écosystème en construction. Une chose est certaine, ces spécialistes ne manquent pas de reconnaître les qualités de ce nouvel outil. Des qualités que s'évertuent à ignorer certains médias qui ont la critique aisée, mais n'ont jamais pratiqué cet art difficile. En tout cas, là-bas était très sympathique, même si beaucoup de questions n'ont pas pu être répondues parce que classified. Mais en tout cas, très content qu'ils aient pu faire ça et qu'ils en parlent. Ça fait toujours plaisir. Parlons de Ledger, la société française qu'on ne présente plus, qui est spécialisée sur les portefeuilles physiques de crypto-monnaies. Les portefeuilles censés être extrêmement sécurisés, ils viennent de sortir un nouveau service. Ce nouveau service s'appelle Ledger Recover. Concrètement, c'est un abonnement payant d'environ $10 par mois, où vous allez en fait payer pour avoir la garantie que si jamais vous perdez votre Ledger, vous perdez votre seed phrase, et ben vous avez un moyen de la récupérer. Et comment ce moyen est réalisé en fait, c'est avec une validation par votre carte d'identité. Donc supposons que vous perdez votre Ledger, vous souscrivez à Ledger Recover, et ben il faudra prouver à un moment à Ledger, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, qui vous êtes, donc en fournissant une pièce d'identité, un passeport ou autre, et vous allez du coup comme ça récupérer l'accès à votre seed phrase et à vos cryptos. On peut voir ça comme une bonne chose parce qu'on se dit ah bah c'est super, si on perd la clé de nos ledgers, on a un moyen de la récupérer, mais ça va à l'encontre en fait de la philosophie de Ledger qui est qu'en fait votre seed phrase, votre clé secrète n'est jamais censée quitter le ledger. Et concrètement avec cette nouvelle fonctionnalité, ça nous vient du cofondateur de Ledger, c'est son login c'est BTShip sur Twitter. Concrètement, votre seed phrase va être découpée en plusieurs parties, et chaque partie va être chiffrée et va être envoyée à un tiers. D'après ce que j'ai vu, on n'a pas encore les détails exacts, mais c'est 3 entreprises différentes et Ledger en serait une. Ensuite, chacune de ces entreprises n'aurait pas accès en fait à la seed phrase dans son entièreté. Mais si vous avez un problème, vous prouvez votre identité. Ensuite, les diversités vous renvoient la partie qu'ils ont et ça vous permet d'accéder à nouveau à votre seed phrase. Donc c'est, on va dire, très bien d'un point de vue résilience, mais d'un point de vue sécurité, comme je l'ai dit, ça va à l'encontre total de la philosophie de Ledger et de ses portefeuilles physiques. Selon moi, encore une fois, c'est mon avis. La clé privée n'est jamais censée quitter votre Ledger. Et là, en fait, Ledger introduit une solution technique pour que la clé privée quitte votre Ledger vers d'autres sociétés. Donc là, pour moi, c'est un risque. Ledger se défend en disant
il faudra votre autorisation pour que ça part, comme il faut votre autorisation pour mettre à jour le firmware de Ledger. Et c'est vrai, pour Ledger, vraiment, enfin honnêtement, je ne doute pas limite de Ledger et de la bienveillance, on va dire, de Ledger, mais c'est plus lié à cette fonctionnalité qui augmente en fait la surface d'attaque. Cette nouvelle fonctionnalité, si elle fonctionne bien, pourquoi pas, c'est une bonne chose. Mais on le sait, dans les logiciels, il y a des bugs, il y a des piratages qui peuvent arriver. Et supposons que quelqu'un trouve un bug sur Ledger qui permet d'exfiltrer votre clé privée, ça pourrait être vraiment catastrophique. Encore une fois, c'est un scénario catastrophique, mais le fait que cette fonctionnalité existe le rend possible potentiellement. Donc c'est pour ça, moi, je n'aime pas du tout ça. Après, on n'a pas encore l'ensemble des détails techniques, donc on va attendre de voir l'ensemble des détails techniques qui devraient arriver bientôt. Je pense qu'il y a eu un loupé de communication au niveau de Ledger où ils ont publié les changelogs du firmware avant de publier la documentation et la communication associée. Ils auraient dû synchroniser tout ça pour rassurer tout le monde, si jamais c'est rassurant. Mais pour l'instant, vraiment, moi, je ne suis pas du tout rassuré par Ledger vis-à-vis de cette fonctionnalité. J'attends plus de détails, j'attends plus de communication sur ce point. Revenons-en à notre bug de la semaine dernière sur Ethereum. D'abord, il faut bien noter que la blockchain ne s'est pas arrêtée. Les transactions n'ont pas cessé, mais elles n'étaient plus finalisées. Ce qui veut dire, on l'a dit, une plus grosse chance pour ces transactions d'être annulées. Un bloc ou une transaction finalisée, c'est donc dans l'idée une information dont la blockchain peut être certaine. Ce qu'il s'est passé, c'est que la majorité du consensus n'a pas pu être atteinte durant plusieurs époques. Pendant cette période, la blockchain s'est comportée comme si un grand nombre de validateurs étaient soudain hors ligne. Bien, comme si, parce qu'en réalité, c'était pas vraiment le cas. Mais alors qu'est-il arrivé exactement ? Les premiers éléments commencent à affluer. De ce que l'on sait à l'heure actuelle, certains clients chargés du consensus, ceux dont on a parlé tout à l'heure, ont été submergés d'informations obsolètes par les nœuds. C'est un peu comme si vous receviez plein de mails à propos d'un match de foot déjà terminé, mais que le mail ne contenait pas le résultat du match. En plus de ça, les nœuds envoyant ces informations n'étaient pas à jour sur les dernières informations de la blockchain, causant encore plus de problèmes. La conséquence, c'est que les clients se sont retrouvés à devoir utiliser beaucoup de ressources pour pallier tout ça, tellement que chez les validateurs, les systèmes se sont retrouvés fortement ralentis, voire même ont fini par être éjectés du réseau. Dans le même temps, on a identifié un bug sur certains clients, dont Prism et Teku, qui représentent plus de 50% des validateurs. Ce bug conduisait à une mauvaise gestion des ressources dans ce genre de situation. C'est d'ailleurs ce qui expliquerait que les nœuds utilisant le client Lighthouse aient été moins affectés et ont permis de garder le réseau en état de fonctionnement. Car ce client en particulier semble avoir un design de gestion de ressources plus résilient face à ce type de problème. Pour résumer, et selon Preston Van Loon, le cofondateur de Prismatic Lab, il semble que plusieurs clients aient dû utiliser beaucoup de mémoire et de CPU, le tout conduisant à une sorte de spirale infernale qui a mené à un échec de finalisation des transactions par les nœuds. Très vite, Teku et Prism ont déployé des patchs pour faire face au problème et mieux gérer la gestion de la mémoire dans ce genre d'utilisation. Il semble donc que cette panne d'Ethereum provienne à la fois d'informations erronées et de bugs mineurs dans les clients Ethereum qui ont pu être mis en lumière. On ne sait pas encore d'où viennent ces informations erronées, il faudra probablement attendre les différents rapports des développeurs pour le savoir. Donc ça c'est intéressant, c'est Tagado qui nous sort ça hier soir. C'est que c'est officiel, la réglementation de l'Union européenne sur les marchés cryptoactifs vient de recevoir son approbation finale. Ça veut dire que ça y est, le texte est voté. Cette nouvelle loi entrera en vigueur en 2024, on n'a pas les détails, et exigera une identification dans toutes les transactions de crypto-monnaies dans les 27 pays membres de l'UE. La question, je me la pose direct, c'est est-ce vraiment réalisable ? Je pense tout de suite à des tokens comme Monero, beaucoup de tokens qui sont sur la vie privée, sur des roses, Oasis Network, beaucoup de tokens justement dont le cœur du projet c'est la vie privée, la privacy. Et donc pour ces blockchains-là, ça ne sera juste pas possible. Techniquement, ça ne sera pas possible. Donc je ne sais pas trop, il y a un espèce de conflit entre techniquement certaines blockchains et ce texte-là qui sont complètement, c'est un peu comme Apple qui voulait imposer 30% de fees. Pareil, ce sont des gens qui à un moment donné n'ont pas vraiment compris la technologie blockchain. Ils ont voté une loi, je pense que la loi sera amendée, voire revue, parce que structurellement et techniquement ce n'est pas possible en fait pour beaucoup de projets. Sinon ça voudrait dire l'interdiction des blockchains de privacy, Oasis Network, Monero, Zcash et plein d'autres.
Donc, grosse question ouverte suite à... On verra la suite de ce texte-là. Il parle de 2024, c'est pas très précis. En tous les cas, je dirais que c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Figurez-vous que la Chine n'est plus toute seule à proposer une monnaie numérique pour les échanges internationaux. Voilà que la banque suisse vient d'en faire l'annonce, la Banque nationale suisse, la BNS. Elle lance à son tour sa monnaie numérique pour les règlements internationaux et devance ainsi et la BCE et la Federal Reserve. Alors on dit que les Suisses sont lents, mais bon, là ils nous surprennent un petit peu. Il semblerait donc qu'ils soient déjà bien avancés. En réalité, on ne vous dit pas quel est le niveau d'avancement de la préparation des monnaies numériques. Mais pour reprendre un petit peu une image, j'ai le sentiment que l'autoroute est déjà construite, le bitume encore luisant. Peut-être manque-t-il encore quelques signalisations au sol pour que les emprunteurs, enfin ceux qui emprunteront l'autoroute, ne s'égarent pas. Et surtout, il reste juste à enlever les plots des bretelles d'accès pour que tout le monde s'engouffre sur l'autoroute des monnaies numériques. À la prochaine crise bancaire, j'en fais le pari. On verra très vite ces monnaies nous être proposées comme solution. Tout simplement pourquoi ? Bien parce que la Fed en a déjà fait la démonstration avec les banques régionales. Elle a démontré que c'est finalement elle qui détenait les clés et surtout qui offrait de la sécurité. Et demain, pourquoi ne pas jouer franc jeu ? La seule sécurité pour vos dépôts, c'est auprès de la Banque centrale. Donc allons-y carrément, ouvrez directement votre compte. Et cinquième et dernier d'aujourd'hui, quelle est la du président de la Fed, Jérôme Powell? Et Jérôme Powell, el presidente, Jérôme Powell, el général, excusez-moi, el général Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine. Donc, tu entends parler depuis plus d'1 an et demi, depuis qu'ils ont commencé à monter les taux en janvier 2021. Et non, Jérôme Powell, né en 1953, tout petit, il aimait manger du saucisson. Donc, je déconne. Et donc, ça va être rapide. Hein. Et donc, il est en 53, notre ami Jérôme Powell. Donc, 53 à 2000, il a 60 ans. Et oh, il va fêter ses 70 ans. 70 ans! Ah, bon anniversaire, Jérôme Powell. Joyeux anniversaire. Et non, Jérôme Powell est actuellement le 16e président de la Réserve fédérale américaine. Ouh, il y a eu ça circule, il est le 16e président. Et après avoir terminé ses études, M. Powell a travaillé comme associé au sein du groupe Carlyle jusqu'en 2005. Puis après, il a fondé Severn Capital Partners, une société de capital investissement spécialisée dans le financement des litiges d'acquisition et d'investissement de la dette, les saisies et liquidations officielles. Quand tu vois les acquisitions, tu te dis, oula, il y a du gros pognon dedans. Et oui, il est quand même à la tête d'un gros fonds d'investissement. Donc tu te dis, oh, il a des petits sous-sous, notre ami Jérôme. Et non, Monsieur Powell s'est engagé pour la première fois dans la politique en 92 en étant secrétaire au Trésor pour les finances nationales sous l'administration de George Bush. En 2012, il a été nommé membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. Et en 2018, Monsieur Powell a été nommé président de la Banque centrale américaine par le président Donald Trump, puis renommé à ce poste par le président Joe Biden. Il est resté, c'est-à-dire que bon, il fait peut-être bien son boulot. Bon. Et donc, selon un rapport de Washington Post, la fortune de Jérôme Powell se situe entre 19,7 millions de dollars et 55 millions de dollars. La fourchette est grosse, mais en tout cas, il est blindé de plusieurs dizaines de millions de dollars. Ces estimations sont basées sur les déclarations financières de Jérôme Powell. Bon, on peut dire qu'il a plus de 55, hein, parce que vu qu'il a déclaré qu'il possédait entre 19 et 55, ça doit être beaucoup plus sûrement. Donc, il est bien blindé de pognon. Et donc, Jérôme Powell est le président de la Fed le plus riche depuis 1948, compte tenu de sa formation dans l'Ivy League et de son travail de banquier d'affaires et le fondateur d'une société capital investissement, cela n'avait vraiment de surprenant. Donc maintenant, quand on parlera de Jérôme Powell, on se dira, ben, il est blindé de pognon, il a des dizaines de millions. Et lui, peut-être qu'il a pas trop envie de péter aussi son fonds d'investissement s'il est investi dans pas mal d'actions, tout ça. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on aura ? On aura les minutes de la Fed qui vont sortir le mercredi 24. On aura la première révision du PIB américain. Et on aura surtout le PCE Index, Personal Consumption Expenditure. Donc là, pour le coup, il y aura un petit peu plus de choses à se mettre sous la dent que cette semaine. Aujourd'hui, en ce qui concerne les chiffres économiques, nous aurons le trade balance en Suisse. Il y aura également l'emploi en France, les chiffres de l'emploi en France. Alors, vu les dernières déclarations de leur roi ou même Dieu, je sais plus, je crois qu'il est passé au niveau de Dieu maintenant. Eh bien, je parle de Monsieur Macron, bien sûr. Il n'y a pas de problème puisque visiblement, il suffit de faire plus qu'1 mètre maintenant dans la rue, même plus besoin de traverser la rue pour trouver un emploi. Donc, les chiffres de l'emploi en France, les ventes de voitures en Allemagne, le CPI, l'inflation en Europe.
Faut pas s'attendre à des trucs extraordinaires, bien entendu. Et puis cet après-midi, aux États-Unis, on aura... qu'est-ce qu'on aura aux États-Unis cet après-midi? Aux États-Unis, nous aurons les permis de construire, les demandes de nouvelles hypothèques et les inventaires pétroliers. Ce sera d'ailleurs assez intéressant de voir comment le pétrole sera... traité par rapport à cette nouvelle-là, puisqu'en ce moment, on est en train d'essayer d'utiliser le pétrole pour anticiper une éventuelle récession. Alors normalement, c'était un indicateur qui permettait de dire si l'économie allait bien ou mal. Maintenant, on est en train d'anticiper pour essayer de faire du pognon avant qu'on soit en récession, donc on le verra lors de la publication des chiffres de ce soir. Le dollar index a breakout sur ce gros triangle de compression, pas encore sur le RSI, mais sur l'action price, et ça, c'est plutôt bullish pour le dollar. Alors je pense pas qu'il va atteindre personnellement, même si c'est possible, mais j'ai pas tradé en tout cas la target du triangle qui est plus ou moins, c'est plutôt élevé. Hein. $113, il faut prendre des TP avant parce que là c'est compliqué, notamment dans cette zone-là, je pense. Et éventuellement également là. Et après, oui, si vous voulez la troisième target, vous pouvez mettre là. Sur le RSI, ça compresse encore, donc là, peut-être on va se rejeter à la baisse, hop, compression, et là on a le vrai breakout d'ici 2023, septembre peut-être. Mais dans tous les cas, si là on pump comme ça, les cryptos, ça pue beaucoup. Le dollar est le concurrent des cryptos. On poursuit avec l'analyse graphique du Bitcoin en mensuel. Le Bitcoin qui nous a donc fait 4 bougies consécutives dans le vert en mensuel de janvier à avril. Et pour le moment, la bougie du mois de mai qui est dans le rouge. Bien évidemment, il reste encore une quinzaine de jours avant la clôture, donc on reverra ce graphique avant la fin du mois de mai pour faire le point si on va clôturer une 5e fois dans le vert ou si on va effectivement clôturer le mois de mai en négatif sur le cours du Bitcoin. En attendant, je regardais le cours du Bitcoin à l'heure actuelle sur le cycle 2021 par rapport au cycle précédent de 2017 et la structure actuelle ressemble fortement à ce qu'on a connu il y a 4 ans en 2019. En effet, pour rappel, on a eu le bull run en 2021, donc similaire au graphique de 2017, le bear market fin 2022, début 2023, similaire à ce qu'on a connu en 2018, début 2019, et la structure actuelle qui ressemble fortement à ce qu'on a connu de février 2019 jusqu'à juin 2019, autrement dit, confirmation du bottom, donc confirmation de la fin du bear market, le marché qui reprend des couleurs avant de connaître une phase d'accumulation sur plusieurs mois. Et là pour le moment on est sur un scénario similaire avec potentiellement un bottom qui serait définitif et qui serait donc aux alentours des $15 500, le marché qui reprend des couleurs avant d'ensuite potentiellement connaître une phase d'accumulation pendant plusieurs mois, donc potentiellement jusque 2024, voire même mi-2024 ou 2025, on ne sait pas exactement, mais en gros voilà une phase d'accumulation pendant plusieurs mois sur les zones de prix entre les 20 et les $35 000 potentiellement, avant d'ensuite connaître un nouveau cycle haussier. Au niveau du weekly pour le Bitcoin, le plus gros support, c'est tout simplement la moyenne mobile 200 weekly sous nos pieds, qu'on appelait Roger, aux $26 197. Perdre les Roger, malheureusement, c'est la porte ouverte à aller chercher la Kijun aux $23 200. Et par contre, récupérer la Tenkan ici aux $28 400, c'est la porte ouverte à aller chercher plutôt la bande super de Winger aux $32 000. Tout ça, c'est pour les prochaines semaines. On va checker avec Volume Profile s'il y a des zones d'imbalance. Donc oui, il y avait une petite zone d'imbalance. Le pourquoi que le prix en fait est venu faire une mèche plus basse. On avait ici une zone qui était pas fill en fait. On avait peu de volume, donc on avait une zone d'imbalance à exploiter qu'on est venu exploiter de moitié. Donc là, il nous reste ceci en imbalance. Donc c'est sûr que si le prix revient dans ces zones-là, on aurait peut-être un travail jusqu'en bas ici qui pourrait concorder avec la MA200 qui se rapproche en daily. Ça, c'est dans le cas où c'est que vraiment la zone de fort intérêt ne tient plus, donc les 38,2. On a quand même des forts acteurs qui défendent cette zone parce qu'on se souvient que 38,2, c'était en fait la sortie de la zone d'investissement rationnel long terme. Donc pour l'investisseur long terme sur le Bitcoin, c'était en dessous des 38,2. Donc on défend en fait la sortie de cette zone. Quand on va passer sur Glassnode, j'ai bien aimé ça puisque on retrouve des mêmes fractales par rapport à 2019. Actuellement, nous sommes dans le jaune. La dernière fois, on était parti dans le vert. Vas-y, go l'accélération. Moi, ça me dérange pas du tout de l'observer. Si on prend l'adresse des balances, les balances, enfin les adresses de plus de 10 000 bitcoins, c'est assez ressemblant de ce qui s'était passé en 2018. Regardez ici, vous aviez en fait une espèce de mouvance haussière, si vous voulez, une espèce de trend haussière. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer ici. Et puis une fois, ça s'est complètement effondré. Si ça s'effondre, ma foi, est-ce que les baleines vont décider d'aller plus bas que terre ? C'est pour ça que
Je le dis, je le rappelle, je pense que soit on n'ira pas, soit on ira beaucoup plus bas. Parce que si les baleines lâchent, ça fera très très mal, pour être tout à fait honnête avec vous. Actuellement, rien ne nous l'indique. Généralement, on le subit. Hein. Pour le coup, j'y étais à ce moment-là, on n'a pas compris d'où ça venait. Hein. Je vous le dis franchement. Hein. On était un petit peu dans cette même idée, si vous voulez. On n'était pas forcément là, on était plus ici. Si j'arrive à m'en souvenir, peut-être qu'on pourrait retrouver des vidéos sur YouTube. Vis-à-vis de cette situation-là, c'est toutes les news sont passées, il n'y a plus de mauvaises nouvelles. Hein, on parlait de MTGOX, on parlait de Bittrex, on parlait de tout ça. Il n'y a pas vraiment eu de très mauvaises nouvelles par rapport à cette chute-là. C'était peut-être une accumulation de quelque chose, un trop plein de quelque chose, un trop plein d'émotions peut-être, qui a fait que le marché en a décidé autrement et qui est parti plus bas que terre. Et c'est peut-être ça aussi qu'on a derrière la tête, hein, c'est ce fameux raz-de-marée baissier, cet effondrement baissier qu'on pourrait éventuellement essayer d'encadrer. Dès lors, vous attendez quoi ? Une reconsolidation, une structure, et on peut se positionner là sur la structure. Il n'y aura pas d'autre chose à faire et notre portefeuille aura pris moins 50%. Il faut juste en être conscient. Je ne dis pas que je le joue, je dis juste que je le subirai et que je prendrai comme une opportunité. Et en quoi cela serait pour moi une opportunité ? Donc faites attention par rapport à cette contraction au niveau de la volatilité, puisqu'on a tendance à penser que plus la volatilité se contracte et plus on a tendance à faire de leviers importants et plus on se fait très malmener. Et je dis bien très malmener. On n'est pas très loin de valider un retournement de la tendance, ça veut dire des altcoins qui surperforment le Bitcoin. Bien entendu, vous voyez là c'est le THBTC, alors on va refaire un petit peu l'analyse. Vous voyez que le dernier bull run c'était ça. L'Ethereum a surperformé de beaucoup, vous voyez l'ancien bear market, l'Ethereum a perdu beaucoup de valeur par rapport au Bitcoin, puis à partir de septembre 2019, il a gagné énormément de valeur, et c'était pareil à peu près pour tous les altcoins, puisque Ethereum lead des altcoins. Ensuite, depuis avril 2021, donc le début ici de la phase corrective, on a eu un Ethereum qui a stagné, hein, de temps en temps il surperformait, de temps en temps il sous-performait, bref, on a un range, et à court terme, on a une trendline, donc le premier signal d'un retournement de tendance, c'est-à-dire qu'il y a un Ethereum qui surperformerait le Bitcoin, parce que vous voyez que depuis le mois d'août 2022, il est dans une tendance plutôt baissière. On a un triangle, alors techniquement même c'est un triangle baissier, il est censé casser vers le bas, enfin il a plus de chance, mais on s'en fout, l'important c'est les cassures. Donc la cassure vers le haut, ce sera un premier signal. Et bien sûr, le signal le plus fort, le vrai signal, ce serait la cassure du range. En gros, hein, ce qu'on espère nous, c'est tout simplement, là on a un truc, une consolidation, un range, on casse le range, et après le range, hop, une nouvelle vague pour le nouveau bull run, et une nouvelle altcoin saison. Là j'ai tout le range de Ether avec ici le haut, tout le mouvement haussier, donc c'est simple. Si on casse 38,2 et que ici ça tient pas, lever bottom, hein, c'est la zone de rechargement qui nous attendra probablement au cours des prochaines semaines, prochains mois, et ce sera d'excellents prix pour recharger en Bitcoin, en Ethereum. Si jamais on y revient, dites-vous qu'un Ether qui revient déjà sous les $1,300 pour du long terme, c'est vraiment des prix qui sont très intéressants. Si vous croyez à l'Ethereum, vous ferez probablement une plus-value qui sera plus ou moins intéressante post-halving du Bitcoin. Hein, parce qu'encore une fois, comme je l'avais expliqué, le prix de production doublera un Bitcoin. On aura peu de chance post-halving du Bitcoin. Après avril 2024, de retrouver du Bitcoin sous 28-25 000 $, on aura peu de chance de le retrouver. Donc si Bitcoin est au-dessus de 25-28, il y a peu de chance qu'à ce moment-là, Ether il soit sous les 1300. Donc si avant l'halving, vous pouvez choper de l'Ether là-bas, encore une fois, je ne sais pas si on va y aller, mais si on y va, c'est une méga opportunité pour acheter de l'Ethereum pas trop cher, entre guillemets, pour pouvoir avoir une plus-value probable, je dis pas assurée, mais probable, après avril 2024. Donc c'est plus ou moins intéressant. C'est des investissements qui sont plutôt cool, avec des rendements. En tout cas, sécuriser ses trades assez facilement, sécuriser son investissement assez facilement et rapidement, et être serein. Ok. En réalité, même quelqu'un qui achète à 1800, si vous croyez à l'Ethereum, les prix sont pas trop mauvais, mais on va dire que y a mieux. Hein. Si on parle franchement, il y a mieux, clairement. 1800, c'est pas trop dégueulasse, mais si on peut en rechoper zone de rechargement entre 1300 et 1100 $, c'est vrai que là, c'est encore mieux. C'est vrai que c'est encore mieux. Bon, du coup, pas d'autre chose à dire pour Ether.
On passe ensuite à la partie blockchain gaming avec une énorme nouvelle qui devrait bouleverser complètement le paysage du jeu vidéo de manière générale, pas que blockchain, bien sûr, tout le jeu vidéo, parce qu'en fait, on a donc Microsoft qui est autorisé à racheter Activision Blizzard. Du coup, ils vont avoir un espèce de studio de fou avec tous les plus gros jeux. Je vous rappelle que Activision Blizzard, c'est quand même Call of Duty, c'est aussi genre Diablo, etc. Enfin, ils ont beaucoup de licences. Et je vous rappelle aussi, bien sûr, que Microsoft, ils ont investi massivement dans l'intelligence artificielle, dans ChatGPT. Ils sont aussi très présents sur la blockchain. Du coup, voilà, on imagine que tout ça va arriver vers un but final qu'on ne sait pas encore. Mais voilà, il faudra regarder tout ça, tout ce qui se passe, les premières décisions qui vont être prises après ce rachat-là. Mais du coup, voilà, c'est acté, c'est bon, c'est fait. La commission, du coup, a accepté. Mais si c'est pas partout, pour n'importe comment, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, ça dépend, si vous le faites correctement, ça peut servir. Il y a une personne qui l'a fait apparemment correctement, un génie, et il est passé de $69, ouais, un gros bosseur. C'est extraordinaire parce que, en fait, moi j'ai envie de dire qu'il est vraiment parti de zéro parce que, comme tu dis, il est parti de $69. En gros, les amis, c'est ça. Perdu. Internet, voilà, Internet, ChatGPT, il discute avec ChatGPT, un peu de réseaux sociaux. Le million. Il a voulu créer un meme coin parce qu'il sait que ça hype. Il a voulu surfer sur le meme coin PP. Il a discuté avec ChatGPT. ChatGPT lui a rédigé un white paper mais ultra legit. Ça a foiré parce que un bot a acheté son premier meme coin. Du coup, il a perdu tout son investissement. Et là, il s'est dit, tu sais quoi? On va recommencer, mais avec $0. Jeton ERC20. Il a fait ça super bien. 60 milliards de tokens, 9 milliards pour lui. Ouais. Écoute, il a dit à sa communauté... est très belle. Il a sa communauté. En fait, c'est pas que son histoire, c'est la communauté qu'il a réussi à créer autour de ce projet-là. Parce que s'il a été tout seul, ça ne fonctionnerait pas. Ah oui, oui. Comme tu as dit, son premier projet a été, entre guillemets, saboté par un bot, donc considéré un robot qui a tout raflé, la poule, l'a vidé. Le second projet, il a été bien ficelé, il a été bien construit, ça s'est très vite... Enfin, ils ont fait une DAO. Donc, en fait, ouais, et sa commu il a dit vas-y, c'est pas grave, recommence frérot. Ouais, c'est ça. C'est sa commu qui a dit non mais t'inquiète pas, on est derrière toi. Et sa commu a poussé le projet jusqu'au bout, ce qui lui a permis de garder quelques ronds de côté, des très beaux ronds. Il a acheté une petite maison, tout ça en partant de $0 et juste en discutant avec ChatGPT et une vision. Très important. Vous voyez, ouais, cette idée que vous avez peut-être en tête, que vous pensez depuis que vous êtes tout petit, ou une idée qui vous traverse l'esprit, si vous n'agissez pas rapidement dessus, eh bien, vous perdez la motivation de la mettre en place, de la créer. C'est pour ça que quand vous avez une idée, foncez. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.